Vous écoutez RCJ, il est 11h35 et bienvenue dans la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à l'après 7 octobre, à l'avenir politique pour Israël, à celui de la solution à deux États et à la reconstruction économique, sociale, à la question du vivre ensemble aussi, qui, on l'imagine bien, est un peu perturbée depuis cette période. Nous sommes toujours avec Annette Lévy-Villard pour évoquer tout cela et les invités de ce plateau, toujours avec Rina Bassiste, journaliste, ancienne diplomate, et nous sommes en ligne en Israël avec Marilyn Smadja, cofondatrice de Women Wage Peace. Bonjour à vous. Alors, Et nous sommes en ligne également avec Sarah Veil, directrice de l'association Yad Rachel en Israël. Bonjour. On commence tout de suite avec cette perspective pour l'après. Benjamin Netanyahou parle d'un contrôle sécuritaire exercé sur la bande de Gaza à la fin de l'opération terrestre. Il est certain qu'aujourd'hui en Israël, il n'est pas. Est-ce qu'il est certain pour Israël aujourd'hui qu'il n'est pas question de réinstaller une vraie présence israélienne dans la bande de Gaza? je crois qu'il y a une unanimité en Israël, en tout cas une grande majorité en Israël, qui est contre une présence, une réoccupation de la bande de Gaza. Je veux dire, le, la sortie de la bande de Gaza en 2005 était tellement traumatique pour la société israélienne. Il y avait une telle volonté, en fait, de partir. C'était aperçu comme un trou noir, un endroit de mort. Et donc revenir là-bas, non, ça je pense pas. Mais bien sûr, tout le monde, on se pose la question du jour après, parce que il faudra mettre quelque chose à la place de Hamas si jamais on arrive effectivement de se débarrasser de cette organisation meurtrière. Et là, c'est une vraie question. On a entendu Monsieur Netanyahu ces derniers jours disant que si lui, il reste comme Premier ministre, il ne sera jamais d'accord que ce sera l'autorité palestinienne. On sait aussi que pour les Américains, c'est en fait la seule solution plausible. Les Américains, ils parlent d'une autorité palestinienne revitalisée. On peut peut-être s'imaginer une situation où c'est l'autorité palestinienne, mais pas Mahmoud Abbas en personne. Mais là encore, il faut trouver un moyen. Est-ce qu'il va partir et remplacer par quelqu'un d'autre? On ne peut pas imaginer pour l'instant des élections chez les Palestiniens pour trouver quelqu'un qui va gouverner la bande de Gaza, bien sûr, parce qu'on sait que Hamas est très populaire aussi en Cisjordanie. Donc, la question est très compliquée. Et je pense qu'aussi on est dans une situation où on ne peut pas attendre qu'il y aura cette comité d'enquête et peut-être des élections en Israël. La question va se poser très bientôt, peut-être même à la fin de janvier. Et le gouvernement israélien, il faut qu'il vienne avec des propositions vers les Américains, vers la communauté internationale sur ça. Il y a aussi les élections municipales, il me semble, qui ont été décalées du 30 octobre au 30 janvier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être perçu comme un moyen d'expression des citoyens israéliens au niveau politique? Bon, d'abord, il faut voir parce que la décision a été prise, mais la décision est encore Mm. contestée au sein du gouvernement parce que il y a des ministres qui disent c'est pas possible parce qu'il y a encore beaucoup de candidats qui, en fait, ils sont sur le terrain comme soldats. Donc, encore, il faut voir que cette date vraiment va se tenir. Après, je ne sais pas, ça sera difficile à dire. On voit maintenant justement aujourd'hui, il y a, je crois, en ce moment-là exactement, une conférence de presse du Parti travailliste. Et on attend que peut-être la chef du Parti travailliste, Merav Michaeli, va dire qu'elle ne se représente pas. De toute façon, je pense il faut s'attendre à un bouleversement de la scène politique israélienne. Ça va de soi. Après, ça peut basculer dans des côtés, parce que d'un côté, je pense qu'il y a énormément d'amertume et de rage, même contre M. Netanyahu, parce que la responsabilité est sur lui. Il était à la tête du gouvernement, on ne peut pas voir ça autrement, je pense. Mais bien sûr, la guerre, ça réveille aussi d'autres sentiments. Ça réveille des sentiments de nationalisme, de patriotisme, bien sûr. Et donc, c'est très difficile de prévoir même après ces basculements, ces changements, est-ce qu'on aura un gouvernement centriste? On sait que M. Gantz, qui est dans le cabinet de guerre, est très populaire, plus populaire que Netanyahou. Beaucoup des Israéliens le voient comme peut-être une prochaine première ministre. Mais aussi, tout ça, ça va être testé dans les urnes.
Rina, en principe, il n'y a pas d'élection, à part effectivement des élections locales, mais tant que cette coalition est toujours fonctionnelle, personne ne quitte la coalition, il n'y a pas d'élection prévue. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, tout à fait. Je crois qu'il n'y aura pas des élections. D'abord, il y aura, bien sûr, il faudra la fin de la guerre. On peut être très loin, hein. On parle peut-être fin janvier, mais On parlait de on ne fin sait pas. janvier, oui. Les Américains parlaient de fin janvier. Voilà, les Américains parlent de ça. Ils négocient, en fait, si on peut utiliser ce terme avec les gouvernements israéliens, après les comités d'enquête. Et là aussi, on va voir, est-ce que ça sera un comité nommé par le gouvernement? Est-ce que ça sera un comité plus large qui aura, la question est, est-ce que ce comité aura en fait la force de faire des recommandations qu'il faudra suivre? Parce que ça aussi, c'est une question très importante. Est-ce que cette commission d'enquête aura la force en fait, pourra forcer des dirigeants à partir? On n'est pas sûr. Et juste après ça, peut-être on aura des élections. Donc, cette prospectus, effectivement, comme vous dites, c'est loin, c'est pas pour tout de suite. Marilyn Smadja, il y a quelques semaines, vous nous parliez quelques minutes à peine après l'enterrement de Viviane Silver, militante pour la paix assassinée par le Hamas. Vous nous disiez, je cite, la paix est un chemin. Dans quel état il en est ce chemin aujourd'hui pour vous? Déjà, je rejoins l'analyse de Rina et de Annette par rapport à la situation israélienne, politique interne israélienne. Mais pour faire la paix, il faut pas regarder seulement le point de vue d'Israël, il faut regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau palestinien. Et donc, je voudrais rajouter un autre phare. Quand on parle des États-Unis, quand on parle de l'Europe, enfin en tout cas des différents pays qui pourraient faire pression pour qu'il y ait justement, on parle pas de paix, la paix c'est dans très longtemps. On parle au moins d'accords politiques, d'être au moins pragmatique pour pouvoir faire une guerre qui a au moins un but et un but politique clair, un projet politique clair, afin de ne pas revenir tous les 2, 3 ans à des guerres. Et là, après le 7 octobre, à mon avis, on ne peut plus réfléchir de la même manière. Il faut changer les paradigmes de tous les côtés. Et donc, je pense aussi qu'il faut que les États-Unis et l'Europe changent les paradigmes, parce que quand on parle de l'autorité palestinienne, il est évident, enfin moi je pense pas que Mahmoud Abbas ne pourra être un partenaire possible pour Israël. Et donc, il va falloir faire une pression très forte pour que, de la part des autres pays, s'ils veulent vraiment qu'il y ait un jour des accords politiques, pour pouvoir demander aux Palestiniens de baisser les armes. Et ma proposition, ça serait autant en Israël que du côté palestinien, de mettre plus de femmes au pouvoir. Je pense que s'il y avait plus de femmes, mon mouvement est peut-être un bon exemple. On est aujourd'hui 55 000 femmes, des femmes de droite, de centre, de gauche. Moi-même, je vote à droite. Et c'est moi qui ai cofondé ce mouvement et qui a déjà changé un certain paradigme. Je pense que les femmes peuvent être porteuses d'un autre message, c'est-à-dire un message où, OK, nous ne sommes pas d'accord sur le plan politique, nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, mais essayons de nous mettre au moins de manière pragmatique d'accord pour pouvoir signer des accords politiques, pour avoir une sécurité et une certaine sérénité de vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport à ce sujet des femmes qui me semble très important, en plus, c'est un plateau de femmes là maintenant, et donc je pense que c'est une bonne chose de le dire. Il faut rappeler la résolution 1325 de l'ONU que Israël a ratifié, que la France a ratifié, plus de 50 pays au monde ont ratifié. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution 1325? Elle dit que quand les femmes sont plus impliquées dans le processus de paix ou dans la résolution de conflits et de guerres, il y a au moins 30% de chances de pouvoir arriver à une solution. Donc je pense qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, après le génocide qu'on a vécu le 7 octobre, qui a chamboulé totalement nos vies d'Israéliens, il est temps de réfléchir
différemment autant à gauche qu'au centre et à droite, et de se dire qu'est-ce qui pourrait donner plus de chances à arriver à certaines solutions. Et je pense que la solution de mettre des femmes plus à la tête, autant sur le terrain qu'en politique, n'a pas été encore vraiment essayée. Et donc, ça serait, voilà, c'est pour moi la solution possible. Oui, Marilyn, il y a déjà effectivement, pardon, il y a déjà effectivement pas mal d'organisations de femmes, y compris d'organisations de femmes israéliennes et palestiniennes, les mères, je ne sais plus comment ça s'appelle, les mères pour la paix. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Et peut-être que une grande initiative encore plus importante, plus large des femmes, ça serait peut-être effectivement un peu d'espoir, parce que les femmes se parlent encore, contrairement aux combattants. Mais moi, je vous rejoins, Annette. Hein. Je pense, personnellement, j'ai jamais été peace and love. Vous me connaissez depuis Israël. Donc, j'ai jamais été ni naïve. J'ai jamais dit qu'avec le Hamas on pouvait avoir la paix. Pour moi, on peut pas faire la paix avec des terroristes. Là, aujourd'hui, encore plus, ce sont des terroristes sanguinaires. C'est les nazis pour nous de 2023. Mais effectivement, on a encore du dialogue avec les femmes palestiniennes. On a du dialogue, surtout les femmes palestiniennes pour le moment sous l'autorité palestinienne, pas avec les femmes de Gaza, mais il faudra le faire. Il faudra parler avec les femmes de Gaza et il faudra faire effectivement, comme vous le dites, une grande action de femmes. Alors, il ne faudra pas compter pour nous sur les organisations internationales parce qu'on a vu comment elles se sont comportées par rapport aux femmes israéliennes, aux femmes juives en général. Et moi, j'ai un profond dégoût et colère pour ces organisations. Et je trouve leur attitude impardonnable. Mais en tout cas, à l'intérieur du pays et avec nos voisins, y compris aussi avec des pays arabes qui ont signé avec nous les accords d'Abraham, ça serait les accords de Sarah, donc de Sarah et d'Abraham. Je pense qu'effectivement, il faudrait pouvoir élargir tout en n'étant pas naïve. C'est très important. Il faut que nous continuions à être prudentes en Israël parce que nous avons pris, enfin, je veux dire, le 7 octobre reste dans nos chairs très profondément et ça a été un choc et nous ne sommes pas encore remis de ce choc. Donc, il va falloir fonctionner intelligemment. Sarah Veil, vous êtes directrice d'une association. On a entendu beaucoup durant cette dernière semaine le relais de la société civile, la solidarité exceptionnelle pour permettre aux Israéliens de faire face. Deux questions, est-ce que ça peut encore durer longtemps? Est-ce que les associations peuvent tenir encore plusieurs semaines, plusieurs mois de guerre? Et est-ce que dans les actions que vous menez, aujourd'hui, il y a encore des liens entre arabes israéliens et juifs israéliens? Donc, vous vous adressez à moi, n'est-ce pas? Parce que ça serait important pour moi de ne pas prendre la parole pour d'autres personnes. D'abord, la société, il y a deux choses qui se révèlent extraordinaires après le 7 octobre. C'est effectivement cette motivation extraordinaire et cette unité dans la société civile israélienne. Et on le voit aussi avec les Arabes israéliennes. En tout cas, moi, je le vois avec les femmes arabes israéliennes à tous les niveaux. Et après on parlera peut-être de la suite et aussi notre armée qui se révèle très motivée. Autant les soldats que les réservistes sont vraiment vont tout faire pour pouvoir gagner cette guerre. Et là pour ça, je crois qu'on a sans fanfaronner parce qu'il faudra plus jamais fanfaronner. Je pense nous allons gagner cette guerre contre le Hamas. Elle va être peut-être longue, difficile. Ça va peut-être avec un arrêt en fin janvier, mais il faudra continuer. Maintenant, je rejoins quand même ce que Rina a dit par rapport à la politique. Les associations, c'est une chose extraordinaire en Israël, mais on peut pas continuer tout le temps de la même manière. Et les associations ne peuvent pas remplacer un bon gouvernement. Donc, il va falloir mettre en place un gouvernement qui, à mon avis, nécessairement devra être un gouvernement modéré. Il faudra éliminer les extrémistes autant de droite que de gauche et vraiment donner un large consensus, faire avec même des gens avec qui on n'est pas très d'accord, mais avec qui on peut quand même avoir ce vivre ensemble, y compris peut-être le parti à nouveau arabe israélien qui avait fait partie du précédent gouvernement qui n'avait duré qu'un an et demi.
il va falloir que le gouvernement fasse son travail. Et j'espère que ce sera un nouveau gouvernement plus large, avec beaucoup plus de femmes à la tête de ce gouvernement. Sarah Veil, vous êtes directrice, on le disait, d'une association qui lutte contre la précarité et s'occupe de beaucoup d'enfants en Israël. Est-ce que aujourd'hui le travail que vous menez, il est décuplé, et est-ce que le travail que vous faites dans les quartiers arabes, il est toujours apaisé? Bon. Premièrement, je veux dire que je suis bonjour, et je suis comment dire, d'accord avec la plupart des choses qui sont dit là, qui étaient dites maintenant. Mais avant que je parle sur l'association, je voudrais dire deux choses. Il faut changer nos mots dans la tête. Un mot, c'est la paix. Il faut avoir peut-être après des accords et pas toujours rêver la paix. Et comme avait dit peut-être les accords de Sarah, et mon nom c'est Sarah. Donc il faut avoir beaucoup plus de femmes qui influencent. Il faut penser différemment. Et je crois qu'il faut aussi arrêter de dire gagner la guerre, parce qu'on a déjà perdu. Le 7 octobre, on a perdu. Et maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est rechanger. Ça, c'est une chose comme ça que je voulais dire. Et l'association, en fin de compte, que moi je fais, on est financé la plupart par le gouvernement. Vous avez eu raison de dire que les associations, ils peuvent faire un très bon travail, mais à la fin, la responsabilité des enfants, des familles, de tout le monde, c'est la responsabilité du pays d'Israël, du gouvernement. Donc, nous, à Yad Rachel, ce qu'on fait, 90% ou 85% est financé par l'État. Nous, on donnera un peu plus. Et c'est ce qui est arrivé maintenant, qu'on a fait des accords avec le ministre des Affaires sociales. Et en fin de compte, on a ouvert 22 centres dans Jérusalem, dans tous les hôtels, pour les familles qui étaient évacuées de Sderot, Ofakim, et leur donner un traitement émotionnel et travailler beaucoup avec les parents pour espérer que dans 3-4 mois, ils pourront rentrer chez eux et essayer de revivre. On peut pas gommer ce qui est arrivé, mais on peut essayer de revivre et essayer de guérir. Mais c'est très important, la responsabilité est à l'État d'Israël et au gouvernement. On peut aimer le gouvernement, on peut pas aimer le gouvernement, c'est pas grave. C'est la responsabilité est à l'État d'Israël, et on peut pas, les associations, il y a des très belles associations, il y a des formidables œuvres, mais à la fin, on est un État, on est un pays, et c'est la responsabilité. Et vis-à-vis des enfants arabes, en fin de compte, notre association, elle travaille avec des ultra-orthodoxes, des arabes, on amène des enfants à Tel Aviv. C'est des enfants, comme on dit, qui viennent du Soudan. Pour nous, on s'occupe de tout le monde. Je veux dire, si on reçoit de l'État, s'ils sont financés par l'État, on reçoit. Et il faut dire que dans notre petit monde, dans notre tout petit monde de Yad Rachel, ça marche bien. Mais d'essayer de faire ça après partout dans le pays, c'est plus compliqué. Et si je reviens au début de ce que j'ai dit, il faut, comment dire, changer notre pensée, changer notre vocabulaire. Moins parler de paix, moins parler de gagner. Il faut changer. Et on peut mettre des femmes et pas que des hommes. Je dirais pas que je suis la première à aller parce que je m'y connais pas tellement, mais je serai la première à voter pour. Parce que c'est vraiment, il faut changer comme on parle. On a reçu une gifle, une claque énorme. Et maintenant, il faut voir comment on se remet. Et voilà. Et j'espère que ça se finira au mieux possible qu'on peut, parce que c'est vraiment... moi, personnellement, j'ai des enfants, mes fils à Gaza, c'est terrible. C'est un sentiment, je vous dis pas, c'est une peur, c'est très, très difficile. On s'en doute, et parler de changer le discours, c'est aussi évoquer un changement dans éventuellement l'horizon politique. Rina Bassi, c'est la solution à deux États, c'est celle qui est prônée depuis des années, qui est encore évoquée aujourd'hui par les États-Unis, par la France, comme l'horizon politique souhaitable. Est-ce que ça reste aujourd'hui totalement en pause en Israël comme idée? Oui, je crois que personne en Israël a l'état d'esprit de parler, à regarder un horizon qui est peut-être beaucoup lointain. Et je crois que Israël, la société israélienne est tellement dans l'action de survivre pour l'instant. Et justement, je parlais il y a quelques jours avec une amie qui habite dans le sud, et elle m'a dit, on se sent comme des orphelins,
comme des enfants orphelins, donc il n'y a plus de parents, on n'a plus de gouvernement, on n'a plus la structure de l'État, on s'entraide entre nous pour survivre. Donc, on a parlé de la société israélienne qui aide. Il y a des actions absolument extraordinaires des individus, des associations. Mais sans l'État, il y a ce sentiment que l'État n'existe pas. Et si l'État n'existe pas, comment on peut se projeter dans un avenir lointain pour dire qu'il y aura deux États l'un à côté de l'autre? Et je pense que, bien sûr, on a parlé au fait qu'il faut quand même avoir des propositions pour les jours d'après, pour voir comment et qui va gouverner Gaza. Et je crois que l'attention israélienne est pour l'instant focalisée sur ça. Et il y a aussi ce sentiment, je crois, d'une énorme déception même du camp de la paix. Il faut dire que d'abord, parce que beaucoup de gens qui étaient tués dans le sud de ce massacre horrible de 7 octobre, c'était des gens du camp de la paix, des gens qui aidaient les Gazaouites, qui sont allés chercher leurs enfants pour les amener dans des hôpitaux. Donc, c'est un sentiment d'impuissance, d'une terrible déception, et aussi cette déception de M. Mahmoud Abbas personnellement. Je pense qu'il n'a pas encore, on attend encore qu'il condamne. Et c'est qu'à un moment où il va condamner, où il va dire de sa voix que ces gens de Hamas ne représentent pas les Palestiniens, qu'ils ne représentent pas les Gazaouites, parce qu'on sait que c'est un régime totalitaire à Gaza. On sait que les Gazaouites peuvent pas s'exprimer, peuvent pas les dire. Il n'y avait plus d'opposition depuis 2005, depuis 2006. Justement, les peu qui étaient, on sait quel était leur sort, qu'ils étaient jetés par des tours à leur mort atroce. Donc, pour avoir cette vision des deux États, il faudra que les Israéliens voient qu'il y aura un partenaire à qui parler. Je ne veux pas dire que l'idée est morte en Israël. Bien sûr, il y a encore les camps de la paix. Il y a beaucoup de gens qui encore croient que c'est la seule option, peut-être, pour avoir une solution à cette situation terrible. Mais de là à discuter, à entrer dans les négociations, on est encore très loin, je crains. Et pour finir, Marilyn Smadja, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité en Israël, c'est aussi la reconstruction économique, le fait de chacun pouvoir survivre financièrement dans ces périodes où les hommes, beaucoup d'hommes en tout cas, sont à l'armée, où chacun n'a pas repris son travail? Ça, c'est aussi une angoisse au quotidien. Écoutez, je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est difficile, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant, aussi par Sarah, des changements non seulement des mots, mais aussi changement des paradigmes, de notre manière de penser. Et je l'ai dit aussi, pas que d'Israël et pas que du côté palestinien, mais aussi de l'opinion internationale. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait des changements profonds. Maintenant, en Israël, il va falloir qu'on se construise sur énormément de plans. Comme vous le savez, cette guerre est venue aussi après un an de manifestations contre la réforme juridique, qui n'était pas vraiment contre la réforme juridique, était surtout pour l'identité de l'État d'Israël. C'était ça la bataille. On avait aussi une économie qui était déjà atteinte d'une certaine manière. Donc, il va falloir construire vraiment beaucoup. Mais le sentiment que j'ai, et on est Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et même si aujourd'hui on est profondément triste, je voudrais donner quand même un message d'espoir pour terminer cette émission. Je pense que dans toute crise, quelle que soit la crise terrible, je crois qu'on a vu ça aussi pour la Shoah, il y a toujours un moyen de sortir mieux, de pouvoir, c'est aussi une opportunité pour faire mieux, pour faire les choses différemment. Et j'ai l'impression que la société israélienne, il faudra qu'on garde le plus possible notre solidarité, notre unité. Et ça va dépendre aussi beaucoup du gouvernement que nous allons créer, pour qui nous allons voter. Mais en tout cas, sur le terrain, il faudra vraiment garder, parce que c'est ce qui nous permettra de surmonter et la crise économique, et la crise sociale, et la crise sécuritaire, et beaucoup de tensions et de haine qu'il y avait entre nous, et qui vont peut-être aussi ressurgir dès que la guerre sera moins forte. Et aussi un autre message qui me paraît important aujourd'hui, je ne peux pas oublier qu'on a 138 otages en Israël, et que pour nous,
l'espoir, la reconstruction, ça sera aussi quand les otages reviendront, et on espère pour la plupart ça et sauf. On sait déjà qu'il y a des gens qui ont été, des Israéliens qui ont été exécutés, mais voilà. Donc, je voulais dire que c'est important aussi d'entretenir des messages d'espoir, de parler de l'espoir, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir mieux élever nos enfants et créer un Israël meilleur que ce qu'il a été avant le 7 octobre. Merci beaucoup, Marilyn Smadja, cofondatrice de Women Wage Peace, Rina Bassis, journaliste et ancienne diplomate, et Sarah Veil, directrice de l'association Yad Rachel, d'avoir été avec nous ce midi pour cette seconde partie sur l'après 7 octobre. Merci à Annette Lévy-Villard d'avoir co-animé cette émission spéciale durant 1 heure avec moi. Et dans un instant, on se retrouve pour la dernière partie de cette édition spéciale sur les 2 mois après l'attaque du Hamas contre Israël. On va parler de ses répercussions en France, notamment de la montée de l'antisémitisme, de la fracture féministe et des fractures politiques également, avec Margot Siffer.